Bonjour Frédéric Mortier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, vous êtes maire de la ville de Longueuil-Jumelles, également professeur d'économie depuis 28 ans dans un lycée catholique d'Angers. Vous avez récemment écrit un livre nommé L'honneur d'un enseignant, que voici, revenant sur ce qui s'est déroulé pendant un de vos cours il y a un peu plus d'1 an. Pour un trait d'humour sur la religion d'un élève musulman, vous êtes depuis une personne à abattre, cible d'un monde médiatique et judiciaire. Pouvez-vous brièvement revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là ? Eh bien, c'est un soir d'automne, une journée qui est un peu longue, avec une classe que je connais peu et dans laquelle je me sens plutôt bien, tellement bien que j'évoque dans le domaine du droit, parce que je fais de l'économie et aussi du droit, j'évoque très rapidement les origines du droit français et du droit européen en particulier, et j'évoque le fait que la partie judéo-chrétienne, les chrétiens, ils sont pour quelque chose. Ce à quoi quelques élèves me répondent que la seule religion qui existe en France, c'est la laïcité. Et là, j'entre dans un débat, alors toujours un peu houleux, mais c'est normal, le sujet s'y prête, jusqu'au moment où j'ai une élève qui m'interpelle en me disant « Mais mon voisin est musulman, vous ne pouvez pas parler comme ça ». Et je lui réponds sur le second degré, en boutade, et c'est ce que je vais essayer de montrer au juge qui sera devant moi au mois d'octobre, ça c'est un problème, il va falloir que tu deviennes catholique. Et là il se lève, il me bouscule, et puis je ne le fais pas sortir de classe parce que je veux dialoguer avec lui, ce qu'il refuse. Il sort finalement du cours lorsque la sonnette retentit, et je me retrouve quelques heures après en garde à vue, puisqu'il a déposé plainte avec ses parents pour fait de racisme. Cela donc vous a amené donc devant les tribunaux. La première phrase de votre livre est « Vous êtes un homme dangereux », a dit de vous le juge des libertés. Tout à fait. Est-ce que votre appartenance politique en tant que maire de droite aurait joué contre vous au niveau du traitement de votre affaire par la justice et les médias ? Je le crois volontiers. Le contraire me paraîtrait assez étonnant en fait. Alors, il y a sans doute plusieurs éléments dans cette affaire. Il y a le fait que je suis devant un élève qui probablement a un prisme particulier. Il y a le fait que la direction de l'établissement joue un rôle un peu secondaire, un peu second plutôt, qui pose problème. Et ça, c'est un sujet que je réévoquerai après le jugement, en tout cas sur lequel je me pencherai. Et puis il y a sans doute effectivement le fait d'être un homme politique local, un petit homme politique local de droite, qui a œuvré notamment pour Nicolas Dupont-Aignan, il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai été son numéro 2 en tant que secrétaire général, et je crois pouvoir dire qu'effectivement ça fait partie des choses qui me sont reprochées, puisque le commandant de police qui m'a reçu en garde à vue a su me dire qu'il n'était pas de mon bord, et que c'est pas pour autant qu'il me traiterait mal, mais en tout cas qu'il n'était pas de mon bord, et que je devais quelque part faire attention à ce que j'allais dire en fait. Oui. Et du coup, pourquoi avoir pris le risque de sortir ce livre alors que l'affaire judiciaire est toujours en cours ? Vous aviez dit tout à l'heure que le jugement serait rendu en octobre. Alors, ça se passe au mois de décembre, tout cela. La garde à vue se passe au mois de décembre. Elle était extrêmement difficile à vivre, alors pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis, pour les gens qui me sont proches. Évidemment pour mon équipe municipale aussi, parce que dans une commune de 7000 habitants, on se connaît, et l'équipe a aussi un peu souffert de cela. Je suis au mois de janvier dans un état de décomposition avancée, on va le dire comme ça, intellectuellement et psychologiquement. Et les éditions Artege m'appellent en me disant Monsieur Mortier, votre affaire, elle n'est pas commune, ou plutôt elle est presque trop commune pour l'avenir de la France, et donc peut-être qu'il serait bon que vous puissiez vous mettre à l'écrit. Alors c'est une question que l'on s'est posée avec ma famille, je n'ai pas pris la décision tout seul de me jeter dans cette écriture. Et quelque part, ça m'a permis deux choses. Ça m'a permis d'abord de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé, d'y revenir, de l'écrire, donc d'y revenir et de prendre cette hauteur nécessaire. Et puis, ça m'a permis de coucher sur le papier tout ce qui finalement, un peu historiquement me concernant, devait être dit aussi pour ma famille et mes enfants. Donc voilà, il est sorti. Le procès n'a pas encore eu lieu puisqu'il a été repoussé à 2 reprises. Nous verrons quelles en seront les conséquences. Je n'ai déjà de toute façon pas de regrets. Et quand je vois les médias qui m'appellent pour parler de cet ouvrage, je me dis que j'ai sans doute eu raison.
En tout cas, mes convictions étant dans ce livre, elles sont à la portée désormais de tout le monde. Vous avez mentionné d'ailleurs dans ce livre que votre hiérarchie dans l'établissement vous a complètement abandonné du jour au lendemain. Est-ce que, selon vous, c'est un manque de courage ou bien quelque chose d'autre rentrerait en jeu? Sans doute un peu les deux. Le courage, je le dis beaucoup dans ce livre, c'est aujourd'hui ce qui manque, très clairement, dans le monde enseignant comme dans le monde politique d'ailleurs. Et puis il y a sans doute d'autres petites choses qui sont derrière, que je n'évoque pas pour l'instant, et qui peut-être feront l'objet d'un second livre, je ne sais pas, mais on verra. Vous dressez dans la deuxième partie de votre livre un portrait au vitriol des écoles privées catholiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui les distingue encore finalement de l'enseignement public? Alors au vitriol, je ne sais pas, en tout cas j'ai essayé de prendre là aussi de la hauteur sur ce sujet. Moi je suis un enseignant qui a choisi l'enseignement catholique dans les années 90, issu toute ma petite carrière de collégien et de lycéen et enseignement supérieur de l'enseignement catholique privé. Et donc il était tout naturel pour moi de passer le concours pour les établissements privés. Et il s'avère que depuis maintenant, je dirais une petite quinzaine d'années, je dirais que les choses se passent à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les réseaux sociaux arrivent dans les mains de chacun, et c'est la dernière partie de mon livre, on a un cap qui change avec un enseignement catholique qui se fond complètement dans la masse de l'éducation nationale et qui oublie complètement son caractère propre. Il reste en France des établissements catholiques de type congréganiste qui tiennent encore la barre et qui maintiennent le cap. Mais j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui que les établissements privés hors contrat sont ceux qui étaient les établissements catholiques de la période précédente. Je ne vois plus beaucoup, je le dis dans ce livre, je ne vois plus moi aujourd'hui beaucoup de différence entre un établissement privé classique, catholique, et un établissement public. Et moi, ça me pose quand même quelques problèmes. Oui, vous aviez notamment mentionné, alors je le traduis dans mes mots, que l'école privée est devenue un moyen d'échapper à l'école publique et non pas un type d'établissement dans lequel on a un enseignement différent. C'est exactement cela et on le voit à tous les niveaux. Moi je suis maire, donc j'ai deux écoles, une privée et une publique dans ma commune, un collège privé également, un collège public, et on le voit bien. Dès lors que nous avons quelques familles un peu en difficulté, avec des élèves qui sont peut-être un peu plus difficiles, on les retrouve plutôt dans l'enseignement public, et puis on prend l'échappatoire de l'enseignement privé sans aucune conviction catholique évidemment, et en versant un peu son obol, eh bien, on se dit qu'on va être un peu mieux traité. Je suis pas sûr que ce soit ça en fait, ce que l'on a souhaité lorsqu'on a voulu mettre en place l'enseignement catholique, qui historiquement est en place depuis bien plus longtemps que l'enseignement public d'ailleurs. Avec votre histoire et celle de Samuel Paty, est-ce qu'il est selon vous devenu quasiment impossible de parler sereinement de religion à l'école? Alors d'abord sur Samuel Paty, je fais une parenthèse qui est importante. C'est un journaliste de la presse quotidienne régionale qui m'appelle un jour et qui me dit est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être devenu, est-ce que vous n'allez pas devenir le nouveau Samuel Paty? C'est lui qui me pose la question. Jamais, à aucun moment, je n'ai souhaité me comparer à Samuel Paty, et encore moins pour le jeune qui était en cause et sa famille. Je voudrais le préciser parce que on m'a beaucoup reproché ça, en disant voilà, vous vous considérez comme Samuel Paty alors qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes niveaux de difficulté. Vous avez encore votre tête. J'ai encore ma tête, sinon je ne serais pas là ce soir. Mais pour répondre à votre question, oui, clairement. On a aujourd'hui dans ce pays un certain nombre d'enseignants qui, je pense, la majorité d'ailleurs, s'auto-censurent aujourd'hui dans leurs cours. Parce qu'il n'est effectivement plus possible de rentrer sur des sujets qui sont liés à la morale chrétienne ou à l'éducation catholique. Donc oui, la religion est aujourd'hui un thème tabou, clairement, et on va vers de grandes catastrophes, je pense. De manière générale, vous écrivez que nous faisons face à une génération centrée sur l'indignation permanente et une susceptibilité exacerbée. Quelles en seront les conséquences quand cette génération-là sera adulte? C'est une bonne question. Vous me paraissez très jeune, j'ai envie de vous retourner cette question. J'ai des enfants qui ont votre âge, c'est difficile de percevoir aujourd'hui ce qui va se passer. On sent bien qu'il y a je le dis dans le livre, une espèce de décérébration qui s'opère aujourd'hui dans la tranche d'âge 10-25, 10-30.
Les réseaux sociaux, je pense, ils sont pour beaucoup. Mais une nouvelle génération arrive derrière, il y a une espèce de renouvellement qui s'opère. Pour parler beaucoup avec les instituteurs, les profs des écoles, pour faire simple, de mes établissements ici dans ma commune à moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi un revirement, parce qu'on sent bien, en tout cas les nouveaux parents sentent bien que on va pas pouvoir continuer comme ça à éduquer nos enfants seulement grâce au portable. Donc faut être confiant en l'avenir. Voilà, il faut rester digne et humble dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation, et on va espérer que les choses s'arrangent. Mais en tout cas, elles sont complexes aujourd'hui, et on le voit bien avec ce qui se passe dans les rues actuellement. Et du coup, l'offensive de l'islam et du wokisme à l'école sont une des préoccupations majeures des adhérents de Reconquête. Éric Zemmour a d'ailleurs créé le réseau Parents Vigilants. Tout à fait. Comment avez-vous vécu l'arrivée du wokisme et de l'islamisme à l'école? Et pensez-vous que ce genre d'initiative puisse faire la différence? Alors, pour tout vous dire, je ne l'avais pas vécu véritablement jusqu'à l'écriture de ce livre. Vous n'avez pas vécu le côté graduel de la chose, mais plutôt... Disons que nous l'avons tous vécu, mais nous n'en avons pas forcément pris conscience. Et le Covid est passé par là. Il a obligé les enseignants à travailler par Internet. Il n'y avait plus de face à face. Et lorsqu'on s'est retrouvé en 2021 à retrouver je ne sais pas deux fois le terme, pardon, mais à retrouver nos élèves, on s'est aperçu qu'ils n'étaient plus du tout dans le même prisme. C'est-à-dire que l'enseignant n'était plus finalement celui sur qui on pouvait s'appuyer, avec qui on pouvait discuter, dialoguer, débattre, et pourquoi pas même se rentrer un peu dedans parfois. C'est un peu ma méthode pédagogique. Et on le voit, et on l'aperçoit finalement maintenant de manière beaucoup plus proche. On est complètement pris entre le communautarisme et le wokisme. C'est complètement clair en fait. Les minorités ont voix au chapitre d'abord. L'enseignant n'a plus d'autorité. On ne lui permet plus cette autorité. Et quand bien même il l'a encore, il se retrouve dans une situation comme la mienne. Moi, je pense que ce livre, il est surtout là pour alerter. Enfin, c'est aussi comme ça que je l'ai vécu dans mon fort intérieur. Il est là pour alerter les enseignants qui arrivent et leur dire « Attention, vous allez faire un métier qui n'est plus celui que vous aviez pu imaginer à une époque. » Et donc, on a véritablement... j'ai lu un peu les remarques avant de venir vous voir que font l'association Parents Vigilants, enfin le groupe. Je suis complètement en adéquation avec ce qui est dit là. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus dire ce que vous souhaitez, vous ne pouvez plus utiliser les documents qui vous plairaient parce qu'ils sont toujours tendancieux dès lors que on prend une page d'histoire qui ne correspondrait pas peut-être à ce que l'élève voudrait ou même les parents voudraient. Donc il y a une espèce de cassure qui s'est opérée. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Donc votre livre est pour rappel L'honneur d'un professeur aux éditions Artege. Donc merci d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite du coup une bonne conférence. Merci à vous.